Je propose qu'on commence. On a beaucoup de terrain à couvrir aujourd'hui. On a beaucoup de sujets qu'on va aborder. Puis François, c'est vraiment un expert dans tout ce qui est transformation numérique, fait que ça promet d'être super intéressant. Avant de rentrer dans les introductions puis tout, juste le format, là, vous le savez à l'habituel. En fait, vous savez, ceux qui ont l'habitude de joindre à nos podcasts, on aime ça si vous posez des questions, surtout au fur de la présentation, parce que souvent, on aborde des sujets qui sont vraiment spécifiques à une réalité que vous vivez peut-être. Fait que si vous gardez vos questions à la fin, souvent, vous risquez de les oublier ou non. Donc, n'hésitez pas à les poser. Des fois, ça nous fait faire du chemin là, sur un sujet qui est peut-être plus pertinent pour certains. Donc, aujourd'hui, je vais être l'animateur Nicolas Gauthier, cofondateur chez Axia, puis je suis au développement des affaires. Donc, j'ai déjà parlé avec bon nombre d'entre vous là, lors d'appels, de rencontres ou ainsi de suite, mais c'est toujours un plaisir de vous voir là, dans les webinaires qu'on organise. Donc, aujourd'hui, on a François. François, il a un background assez impressionnant, tant au niveau scolaire qu'au niveau pratique avec Digifab, dans tout ce qui est transformation numérique. Donc, on va parler principalement de tout ça. Fait qu'avant de commencer, je propose peut-être là, de ton côté, François, de donner une petite introduction sur ton parcours, ta carrière, puis peut-être là, partager un peu ce que tu fais chez Digifab et en quoi consiste l'organisation. C'est toujours drôle de parler de sa carrière, mais bon. En fait, on va commencer. Puis qui fait qui je suis, là? Tout d'abord, j'ai fait une technique en maintenance industrielle au Cégep. Donc, j'ai appris tout ce qui était soudage mécanique, assemblage pneumatique, hydraulique, électricité, tout ça. Donc, très le comprendre l'intérieur des machines et tout ça, ça m'a vraiment beaucoup passionné. Ensuite, j'étais à l'ETS, j'ai étudié en génie industriel, donc génie opération et de la logistique. Et puis, j'ai fait des stages, j'ai travaillé, j'ai profité en fait de toutes ces occasions qui s'enchaînaient là pour passer tant du niveau maintenance dans le domaine minier, dans le domaine de pâte et papier, dans le domaine de l'aéronautique. Donc, vraiment voir plusieurs business différentes, comprendre plusieurs manières de faire, tant du discrete manufacturing, donc une pièce à petit volume, à très grande qualité, que directement, ça roule à haut niveau, puis on fait du produit go, go, go. Puis la rentabilité, c'est des dizaines des dixièmes de cents par produit qui fait la différence. Et puis, fil en aiguille, j'ai décidé de m'inscrire à la maîtrise. Honnêtement, un peu un coup de tête. Parce que le défi me tentait, le défi intellectuel me tentait. Puis, je croisais Michel Rioux, prof à l'ETS, qui est quand même assez réputé là, au niveau transformation numérique, qui m'a donné la piqûre. Puis, on a décidé, en fait, ensemble, d'attaquer, c'est drôle de le dire, mais d'attaquer un problème qui est plus gros que nous. C'était une des problématiques qu'on voyait, COVID l'a confirmé, mais au Québec, on ne produit plus rien, tu sais, ou presque plus rien. Je sais qu'il y a beaucoup de manufacturiers dans l'appel, mais ça reste que d'un point de vue général, ce qu'on achète, les biens de consommation, il n'y a pas tant que ça, tu sais, qui viennent du Québec. Là, tu sais, ma chemise ne vient pas du Québec, mon chandail, mon laptop, tu sais, ça ne vient tout pas d'ici. Oui, il y a des objets, mais pas tout. Et puis c'est là que j'ai fait une maîtrise. Puis Michel m'avait dit à l'époque, il faut que tu sautes dans le domaine TI, il faut que tu comprennes c'est quoi. Là, tu as compris la partie mécanique, la partie maintenance, automatisation, production, génie industriel, les flux d'opération. Tu as compris ça, ça va. Il te manque une des facettes, c'est les TI. Donc, mon projet de recherche à ma maîtrise, directement d'un TI, au début, je ne cacherai pas, j'étais un chevreuil sur le bord de l'autoroute. Je ne comprenais pas nécessairement ce qui se passait. À un moment donné, tu comprends, tu sais, puis tu comprends que ce que tu ne vois pas est extrêmement important, l'architecture. Ça, c'est une chose que, tu sais, des génies industriels, tu fais ton design d'usine, mais aujourd'hui, le 4.0, c'est le design qu'on ne voit pas, c'est l'architecture numérique derrière. Et puis, c'est là que j'ai beaucoup aimé ça. J'ai fait mon projet repérage d'opportunités avec l'Internet des objets. L'IoT, à l'époque, en 2018, c'était vraiment le buzzword. AI était commencé, là, mais c'était l'IoT qui était là. Fait qu'on lançait ça. Puis, je me suis lancé au doctorat. Puis là, je suis allé beaucoup plus large. C'était vraiment comment on peut faire un cadre, développer quelque chose qui aiderait les entreprises à amorcer leur virage numérique. Je dois vous avouer, la question était beaucoup trop grande pour moi, mais ça reste que la question est tout le temps là. C'est comment on peut réussir une entreprise, à vous qui écoutez, c'est comment on peut réussir à vous convaincre justement d'entamer cette démarche-là. Fil en aiguille, compagnie IT avec qui je travaillais sont fait acheter. Donc, c'était merveilleux pour eux, ce qui fait en sorte que nos projets de recherche ont tombé. Et puis, il y avait une offre au DIFAB. C'est une offre, dans le fond, sur LinkedIn. J'étais en vacances durant l'été. Comme toute bonne personne, je scroll sur LinkedIn. Je vois une offre sponsorisée. Et puis, je lis la mission. Je fais
Mais c'est ça. C'est ça la mission. C'est ça une des réponses à comment stimuler. Tu sais, la mission du GFAB, c'est dans un environnement neutre et propice à l'innovation, c'est d'accélérer des projets numériques chez les manufacturiers et industriels. Puis, tous les endroits où, au fur et à mesure de mes recherches doctorales, je me disais, il faut que ça existe une place où on est en mesure d'avoir des technologies que les gens peuvent toucher, un endroit neutre ou qu'il y a comme un espèce de Toys R Us de technologie. Il faut que ça n'existe pas. Tu sais, je suis un fan d'auto, il y a un salon de l'auto. Tu peux aller là, tu peux te promener, tu peux aller voir des technologies. Les voitures, tu t'assois dedans, tu essaies, tu joues d'un piton, tu regardes, il t'en reste 2, 3. Après ça, tu vas chez le concessionnaire la semaine d'après, puis tu vas les essayer. Tu sais. Il faut que ça existe au niveau des technologies. Puis c'est là que l'offre d'emploi du DigiFab est arrivée. J'ai écrit à Geneviève, ma gestionnaire. Je dis, Geneviève, l'offre d'emploi que tu as là, c'est pas pour moi, mais je veux travailler chez vous. Fait que là, elle m'a dit, c'était un offre pour faire du BI. Je ne suis pas là-dedans dans le BI. Tu sais. Puis je l'ai appelé, on a parlé, j'étais allé à la visiter après mes vacances. Puis effectivement, tu sais, 2 semaines plus tard, je commence à travailler là-bas. Puis c'est là que je suis arrivé au DigiFab. DigiFab, c'est tant de la démonstration de technologie, de la démonstration. On a une mini-usine qu'on dit 4.0, je mets des guillemets là, parce que on a une mini-usine qu'on est en train de vivre ce que les manufacturiers vivent pour la rendre 4.0. On a des AMR, donc des robots mobiles automatisés. On a des robots collaboratifs. On a des outils d'assemblage. On utilise un ERP. On a des robots visseurs. On a du contrôle qualité par la vision. Puis on a jusqu'à avoir un palettiseur. Donc, on a quand même plusieurs technologies. On a un WMS pour gérer l'inventaire dans un contexte de mini-usine, on s'entend, mais tout ce beau package de technologies-là, là, c'est notre défi en ce moment au DigiFab, c'est de le connecter. C'est pas où, tu sais, j'enseigne à l'université, puis je dis tout le temps au monde, quand on dit juste connecter 2 trucs ensemble, le mot juste, là, enlever ça de votre vocabulaire, là, c'est tout le temps un défi connecter 2 systèmes, même si sur leur App Store ou Marketplace, la solution, il existe un connecteur, un API disponible. Ça ne sera pas juste connecté ou juste utilisé. Tout le temps, il y a des défis. Donc, c'est moi. Sinon, j'ai accompagné des dizaines d'entreprises dans leur virage numérique. Entreprises PME, j'aime dire la TPE, là, donc la très petite entreprise jusqu'à la multinationale. C'est des défis différents, c'est des projets différents, mais le principe, c'est tout le temps j'aime dire, c'est faire un pas avec eux dans le virage numérique pour sauter dedans. Donc, c'est un peu moi, c'est un peu ma carrière. Puis sinon, ben, j'ai peut-être déjà vu dans des conférences, des événements web comme aujourd'hui, là, parce que la mission est importante, puis c'est important d'en parler là, du virage numérique, puis c'est important de vous donner le goût de faire un premier petit projet, puis après ça, en faire un deuxième, puis un troisième. Super, puis assez impressionnant comme parcours, François. Puis c'est vraiment, en fait, tout ton parcours a été axé sur la transformation numérique, la numérisation. Tu as dû en voir des centaines des projets passés. J'ai bien aimé ton exemple avec DigiFab. C'est comme quand tu vas au salon de l'auto. Si tu vas chez Honda, tu vas juste voir des Honda puis peut-être des Acura à gauche, à droite, mais tu vas tout le temps rester dans un écosystème Honda. Tandis que quand tu vas au salon de l'auto, mais tu peux regarder tout ce qui existe, puis à la fin, faire la sélection qui est la plus éclairée pour toi en fonction de tes besoins. Je pense que ça met bien la table là, sur le premier sujet, là, en fait, la première question que j'ai à te poser, qui est assez évidente pour certains, mais que dans les détails peuvent être assez spécifiques, là, si on veut. Puis la première question, c'est pourquoi la transformation numérique est-elle une nécessité chez les entreprises manufacturières? Puis partons de là. Oui, Ça peut oui. Écoute, pourquoi c'est une nécessité? C'est parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est une question de survie. Puis là, vous allez me dire, puis j'ai des amis qui ont des entreprises, ils prennent des entreprises qui ne sont pas technologiques. Puis ils me disent, ben non, François, on réussit à survivre. D'accord? Vous réussissez à survivre pour encore un certain temps. Je suis très d'accord avec vous. Moi, on peut parler de business, on peut parler d'automatisation, on peut parler de la mondialisation, de la compétitivité. Mais en réalité, c'est la ressource la plus importante, c'est la ressource humaine. Pourquoi on veut faire un virage numérique? Moi, je dirais, c'est d'y aller avec une optique de rétention de main-d'œuvre. Ça peut paraître ironique. Si on commence, la première manière que je le vois, c'est la main-d'œuvre du futur, donc la main-d'œuvre qui s'en vient, là, les nouvelles générations. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, je n'ai pas un enfant qui va au secondaire, on s'entend, là. Mais ça reste que du papier, il y en a de moins en moins dans les écoles. C'est des dépôts sur des liens SharePoint à 23h55 le soir parce que c'est plus du papier puis mon chien mange mon devoir, ça n'existe plus. Là,
Donc, la nouvelle génération a besoin d'outils numériques. La nouvelle génération, même si elle va être mécanicien, assembleur, ajusteur sur la prod, peu importe, elle a grandi avec un iPhone ou une tablette dans les mains, qui fait en sorte qu'elle va s'attendre à arriver dans une entreprise qui va avoir des iPhones, des tablettes et tout ça. Deuxièmement, c'est pourquoi c'est une nécessité. Je le vois aussi, c'est Deloitte ont sorti une étude en 2020, ça date quand même, mais qui disait que d'ici 2030, la moitié des postes à promouvoir n'ont même pas de titre ou de nom encore. Ça fait en sorte que, plus bel exemple, en 2020, ça commençait à exister expert en virage numérique ou consultant en virage numérique ou peu importe. Ça n'existait pas il y a quelques années, c'était d'autres choses. Data science et tout ça. Donc, ce qui fait en sorte que le virage numérique, c'est une nécessité pour ta rétention de main-d'œuvre, pour attirer de la nouvelle main-d'œuvre, puis c'est aussi pour la garder. Garder la main-d'œuvre, c'est quoi? Il n'y a personne qui se lève le matin pour aller travailler, pour faire une tâche redondante, mais qui est extrêmement plate. Il n'y a personne qui veut ça. J'ai des petites feuilles ici. C'est la personne qu'il faut qu'il rentre les chiffres de prod dans l'ordi. Il n'y a personne qui aime ça faire ça, c'est pas vrai. C'est mes seules feuilles, c'est des feuilles blanches. J'ai pas de. Je ne travaille jamais à paperless. Mais ça reste que toutes ces tâches à valeur non ajoutée, ça amène la valeur à rentrer des données de production dans un système, mais ça n'amène pas de valeur le faire 2-3 jours plus tard, puis qu'une personne qui prend une demi-heure, 1 heure le matin pour le faire. Parce que quand on parle d'industrie 4.0, c'est la rapidité à laquelle on peut prendre des décisions. C'est diminuer la latence entre les différentes étapes de prise de décision. Puis prendre des données de prod, les avoir 2-3 jours plus tard, tu sais, le fameux meeting du lundi matin, que tu as tes données de prod la semaine passée pour prendre des décisions sur le futur. Quand on parle de survie d'entreprise, c'est ça. Si on veut avoir la rapidité d'avoir l'info directement pour prendre des meilleures décisions puis des bonnes décisions. Puis derrière ça, c'est des gens qui sont affectés à ne pas rentrer des données, mais à faire de la valeur ajoutée. Tu sais, que ce soit prendre des décisions ou avoir des outils, prendre des décisions sur l'ordinateur, parler avec des clients, être sur la prod, faire des débogages ou de l'amélioration. Mais tout ce qui est rentrer des données, mettre écrire à la main des étiquettes pour les lots de production, coller ça sur une boîte, tout ça, ça n'a plus lieu d'être. Donc, quand on parle de main-d'œuvre humaine, pourquoi on veut faire un virage numérique? C'est pour les humains dans l'entreprise. Moi, je le vois vraiment comme ça. Oui, on peut parler, comme je t'ai dit, d'augmenter ta capacité, d'automatiser tes processus d'affaires, tout ça. Je suis d'accord, mais le focus derrière, c'est l'humain. Au début, c'était tout le temps drôle de dire ça. Maintenant, on parle de 5.0 et tout ça. Puis là, on met l'emphase sur l'humain. Mais moi, depuis le début, c'était clair que c'était pour valoriser le travail de l'humain. Puis tout ce qui est non-valeur ajoutée pour les humains, il y a un outil qui le remplace. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, François. Puis, j'aimerais ça faire du pouce sur tout ce que tu vis aussi en étant chargé de cours. Tu vois des étudiants de tout genre, j'imagine, à l'université. Est-ce que tu vois cette tendance-là, en fait? Est-ce que tu vois est-ce que tu vois une demande des jeunes de vouloir travailler avec des outils plus technologiques? Est-ce que c'est quelque chose qui est explicitement mentionné par tes étudiants ou c'est plus, comment je dirais, ou c'est plus indirect comme observation? Écoute, c'est drôle parce que je vais avoir 2 réponses pour toi. Le cours que je donne en ce moment, j'en donne plusieurs, mais celui que je donne à l'automne, c'est réingénierie des processus d'affaires et transformation numérique. Et puis, dans le fond, à chaque 3 séances, à chaque 4 séances, j'ai un quiz. Là, le premier quiz, je l'ai fait de papier parce que, tu sais, d'un, moi, ça m'aide beaucoup d'avoir papier, ils écrivent leur nom, puis tout ça. Puis, tu sais, ils ne peuvent pas avoir accès à d'autres choses que juste un quiz. C'est des questions, tu sais, c'est des questions à choix multiples, donc c'est pas besoin de faire de recherche, ça dure 15 minutes. Puis le monde me disait, pourquoi tu fais ça, papier? Puis le premier quiz, là, le monde, il cherchait des stylos dans la classe. On s'est partagé des stylos là, pour que ça puisse répondre pour le quiz. Donc, est-ce que les gens qui vont à l'université ont encore du papier sur eux? La réponse est non. Ensuite, la partie travaux pratiques du cours, c'est faire une automatisation d'un processus d'affaires. Puis là, il y avait l'idée préconçue. Je me rappelle très bien, à chaque fois qu'on commence le cours, je leur demande tout le temps, selon vous, c'est assez simple de faire l'automatisation de processus d'affaires. Ah oui, oui, tu connectes des systèmes ensemble, ça va bien, tu as des outils qui existent, puis l'information, elle circule. Je leur demande en ce moment, là, ils sont rendus proches de finaliser leurs travaux de fin de session. Là. Tout le monde rush, tout le monde trouve ça dur parce qu'il y a des outils technologiques, même si c'est pour nous faciliter, derrière, c'est complexe. C'est dur. Puis, ils se le demandent aujourd'hui, ils vont me dire, ah là, c'est dur, je ne veux pas faire ça dans ma vie, mais
ils vont ressortir du cours en se disant c'est important le numérique, c'est important d'automatiser, de challenger le statu quo, mais aussi, c'est important qu'ils vont se rappeler que c'est pas aussi simple que ça. Les gens en TI ou en technologie opérationnelle, des fois, ça prend des mois à arriver avec une nouvelle version, une nouvelle application, une mise à jour, peu importe. C'est parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait derrière pour arriver à ce que ça soit intuitif et que ça soit facile. Ouais, j'aime bien ton analogie avec les examens puis les gens qui n'ont plus de crayon, parce que moi, je me rappelle, j'étais allé à l'université en 2017-2018, puis j'avais encore mon étui à crayon, mais il faut croire que pendant la pandémie, ça a accéléré ce changement-là. Je viens de voir une question de Nicolas Maubarret. Nicolas, je te laisse peut-être poser ta question si tu veux. Oui, bonjour tout le monde, bonjour François. Ma question, elle était plus dans une approche. Est-ce que tu sens qu'il y a un écart générationnel sur la digitalisation dans tes cours? Est-ce que tu sens qu'il faut prendre un peu plus de temps sur une ancienne génération versus une nouvelle génération? Ou comment est ton approche au niveau de tes cours, au niveau de la nouvelle génération qui a besoin d'une information rapide, sécurisée et de la transformer comme il le souhaite? Ma question viendrait plutôt sur tout cet aspect-là, je te dirais générationnel, sur l'approche numérique. Oui, écoute, je vais te faire un parallèle, là. La partie des cours, OK, mais je vais aller directement en industrie, puis tu vas comprendre où je m'en vais avec ça. On a visité en janvier, c'est un exemple très vrai, l'entreprise à Ville-la-Salle. L'entreprise, on la visite, ils ont un vieux ERP, ils veulent moderniser leur technologie. Écoute, c'est des vieilles machines, là. C'est début 1900, là. C'est vraiment pas jeune, c'est des grosses presses, tout ça, c'est un vieux procédé. Promène dans le shop. Puis moi, j'aime tout le temps poser une question, c'est aux employés, puis à la direction, c'est ah, écoute, le monde, ils ont des téléphones intelligents dans le shop, tu sais, le monde qui travaille, puis tout ça, sur l'heure du dîner. Puis avant, c'était non, maintenant, c'est oui, puis ils veulent des tablettes, là. Il dit, moi, on a déjà tenté le terrain, puis peu importe l'âge, ils veulent rien savoir des ordi d'ailleurs, on veut une tablette. Parce qu'une tablette, ça a été conçu, puis souvent, on a en tête celle d'Apple, là, pour ne pas faire de la publicité, mais il y a eu des designers derrière qui t'ont conçu ça pour que ça soit facile, simple, intuitif, les boutons et tout ça. Des gros boutons, hein, c'est pas un fichier Excel où c'est tout petit. Puis, il y a pas, comment je peux dire, à l'époque, peut-être, aujourd'hui, je le vois même plus. Les gens qui sont sur le marché du travail, ils veulent la techno, puis ça, je le vois partout où je vais. Petit exemple, mon grand-père de Grenon, justement, 91 ans, on fait des FaceTime, on s'envoie des courriels, on s'envoie des textos, on s'envoie des photos. Tu sais, il l'a appris. Pourquoi? C'est derrière, lui a compris que s'il voulait voir des vidéos de sa famille, ses petits-enfants, plus régulièrement qu'il a visité quelques fois par année, ben, il devait apprendre cet outil-là. Puis aujourd'hui, il le maîtrise. Donc, est-ce que générationnellement, y a-t-il une différence, même au niveau des cours à l'université, quand j'ai fait mon bac ou aujourd'hui? Je te dirais qu'effectivement, les gens veulent l'information rapide. Les gens, puis je les comprends d'ailleurs, quand ça prend plus, l'instantanéité est super importante, mais plus mauvais au final, je ne le sais pas. Parce que trop souvent, on prend des décisions basées sur l'instinct. L'instinct, je suis d'accord que ça peut faire du sens, mais quand tu peux avoir un peu de données pour te baser ou avoir de l'information dans ta face pour prendre des meilleures décisions, ça enlève un peu de stress à ton instinct. Tu sais. Je le vois comme ça. Donc oui, au niveau générationnel, il peut y avoir un écart, mais au final, je le vois de moins en moins. Je te dirais ça. Très, très bonne question, Nicolas. Merci beaucoup pour l'avoir posée. Puis, effectivement, je pense que dans leur day-to-day, les gens vont devoir utiliser des outils technologiques, notre cellulaire, notre tablette, notre ordinateur, peu importe ton âge, de quelle génération, tu fais partie. Fait que tu n'as pas le choix d'utiliser ces outils-là. Fait que ça devient naturel de les utiliser aussi au travail. Ça devient aussi facile parce que c'est quelque chose dans lequel tu es à l'aise puis tu te repères. Effectivement, j'ai bien aimé Apple, ils ont rendu ça super simple puis intuitif. Puis c'est un peu pour ça qu'on devient facilement accro à ces petites machines-là. Puis je voulais te poser, on va skipper la portion des bénéfices au niveau de la transformation numérique, puis on va aller tout de suite dans la définition d'un plan stratégique pour la transformation numérique. Puis je suis sûr que François, dans ton rôle chez Digifab, tu as dû en voir plusieurs transformations numériques, différents projets. Ce que tu as vu jusqu'à maintenant, c'est quoi les plus grands défis pour mettre en place un plan stratégique de transformation numérique?
Puis, je Ouais. sais que c'est quand même assez large. Puis, c'est quoi les plus grands défis auxquels les entreprises sortent en début de parcours? Écoute, je vais prendre un exemple. C'est une entreprise, ça fait, je ne peux pas les nommer, là, on signe tous des livres dans nos projets. Là, fait que, cette entreprise, ça fait 2 ans que je les suis. Puis, au début, là, quand j'ai commencé à travailler avec eux, c'était le chaos généralisé dans l'entreprise, des problèmes de partage d'informations, le papier, les courriels, ça se criait après, il n'y avait pas l'info, le chaos. Et puis, au début, dans leur cas, eux, moi, ce que j'ai dû faire, c'est de mettre en évidence, mais de manière extrême, puis rendre les problématiques tellement laides qu'on veut s'en débarrasser. C'est des enjeux communicationnels énormes. Là, le plan de production, c'était super grand, fait que tu pouvais ne pas croiser du monde dans une journée ou presque parce que tu étais super loin et tout ça. Puis eux, ça a commencé, c'était des rencontres avec leur direction, avec les employés, avec tout le monde. Encore une fois, c'était super dur là, de trouver les problèmes de source. Tu sais, là, je te le dis, c'est la communication, mais ça n'a pas pris juste 10 minutes. Là, tu sais. Une fois qu'on a trouvé ça, en jeu de communication, l'information qui ne suit pas d'un bord à l'autre. Donc, c'est ça, l'entreprise, je l'ai suivi, puis là, on s'est rendu compte, OK, ils ont un vieux système ERP qu'ils n'utilisent pas, ils en ont un, puis là, on dit, OK, regarde, il faut commencer par quelque chose qui va mal, c'est l'information ne circule pas. Puis quand on parle de processus d'affaires, l'information qui ne circule pas, ben, je leur ai dit, tu sais, ce qu'il faut, de un, c'est être en mesure, même si vous avez des idées de grandeur par la suite, il faut stabiliser les bases. Puis les bases, d'avoir un système de gestion qui fonctionne, un système de gestion qui, l'information, tant de l'achat jusqu'à l'expédition, comptabilité, RH, tout ça, suit. Et puis, c'était des gens qui étaient très réticents à réutiliser le système parce qu'ils n'aimaient pas, parce qu'ils savaient créer des systèmes Excel à côté, tu sais, des fameuses macros. Tu sais, je ne sais pas si vous voyez ça. Sûrement, en appro, c'est pareil. Là, tu sais, le festival des macros Excel. J'aime le dire, une macro Excel pour une petite affaire très pointue, je suis d'accord. Comme preuve de concept, je suis d'accord. Mais pour scaler, là, donc pour faire une mise à l'échelle des systèmes puis utiliser des Excel, ça ne peut pas te soutenir. Il faut faire attention par rapport à ça. Bref, ça a pris beaucoup de temps. On a réussi à ce qu'ils décident d'aller 100% dans leur ERP. Ils ont utilisé le module. En fait, ils ont utilisé tous les modules du ERP. Puis là, ils sont rendus aujourd'hui où ça a réglé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de communication parce que maintenant, l'information, il ne fallait plus aller chercher l'info de production dans un plan beaucoup plus loin, mais bien, on ouvrait l'ordi, c'était là. Jusqu'à un point tel où, dans leur cas, ils commençaient à se poser des questions au niveau de leur coût-temps. Ils disaient, ah, ben là, on est en train d'attribuer les tâches, on est en train d'attribuer le temps par employé. Puis là, ils se posaient des questions. Je me disais, c'est merveilleux. Là, ils sont rendus qu'ils adorent l'information puis ils veulent en soutirer davantage. Donc là, moi, je voyais ça comme c'est super positif. Jusqu'à aujourd'hui, l'intégration, ça avait pris 1 an et demi. Là. Moi, je vois ça comme un délai normal pour intégrer, puis bien amadouer, puis bien comprendre le ERP jusqu'à y trouver de la valeur. Et par la suite, on est arrivé jusqu'à qui veulent maintenant faire de l'expérience client, mettre leurs produits un peu plus intelligents, des codes QR, un site interactif. Donc, c'est rendu super à ce niveau-là. Ça, c'est un des exemples au niveau comment la mise en place, ça s'est fait. Naturellement, on s'est fait un plan en amont. On établit un peu les prédécesseurs, donc qu'est-ce qui doit être fait en premier. Puis c'est aussi, quand on parle de ERP, on a souvent, par exemple, on se dit, oh, on va faire une matrice fréquence-impact, hein, ou effort-impact, dans le sens où qu'est-ce qui, pour le moins d'efforts possible, amène le plus de gains possible. Le problème avec ça, c'est on va tout le temps faire juste des petites applications, juste des petits trucs. Puis, quand on va vouloir faire une vraie mise à l'échelle de nos systèmes ou une mise à l'échelle de l'entreprise a une croissance, ça les pogne à la gorge. Pourquoi? Euh, L'utilisation de tout le temps se dire qu'on veut tout le temps le projet le plus rentable, le premier, le plus rapidement. Oui, c'est le fun, mais quand on regarde d'un point de vue global de l'entreprise, si elle n'a pas les fondations, si elle n'a pas un système de gestion ou des différents systèmes de gestion d'entreprise, ou peu importe, si elle n'a pas une architecture de données derrière pour supporter ça, tu ne peux pas faire des mises à l'échelle, tu ne peux pas scaler. Puis ça, c'est un problème dangereux que je vois avec d'autres accompagnements qui, eux, sont beaucoup plus loin. Puis là, je leur dis malheureusement, il faut recommencer des étapes. Il n'y a pas de solution. Donc, c'est tout le temps ça qui est un peu malheureux, je te dirais, quand bien qu'on passe le message ici, c'est important de commencer, mais si on commence croche puis on bâtit sur commencer un peu croche, ben, c'est dur de poursuivre et de faire une mise à l'échelle.
Oui, puis c'est un super bon point, François, là, ce que tu viens de mentionner. Tu sais, finalement, je pense que la première étape, c'est de bien définir c'est quoi le problème. Puis le problème, Mhm. souvent, c'est pas ce qu'on voit à la surface. Tu sais, mais par exemple, on n'est pas assez productif. Oui, mais pourquoi on n'est pas assez productif? Bien, parce qu'on ne communique pas assez. Pourquoi on ne communique pas assez? Parce que nos systèmes sont désuets. Pourquoi nos systèmes sont désuets? Parce qu'on a mal updaté notre affaire. Fait que vraiment aller à la racine du problème, puis comprendre c'est quoi la cause de tous ces problèmes-là, puis ensuite d'adresser ça. Effectivement, il faut s'assurer d'avoir des fondations solides avant d'être capable d'empiler les couches d'automatisation puis de systèmes numériques. Donc, c'est assez intéressant. Puis, quand on parle de plan numérique, c'est quoi les éléments qui sont essentiels à retrouver là-dedans? Parce qu'on parle souvent de lean ou d'être vraiment, d'avoir une approche itérative. C'est pour ça que j'imagine qu'un plan numérique, ça doit être assez simple, ça doit être droit au but, puis ça doit être itératif aussi au fur et à mesure qu'on fait grandir ou qu'on avance dans le projet. Oui, bien écoute, ça va compléter ce que je parlais un petit peu en amont. Là. Quand on va faire un plan numérique, là, j'ai découvert dans les ouvrages du cours que je donne justement, c'est une matrice que j'ai adorée et que j'utilise au quotidien maintenant. C'est une matrice, c'est bénéfice versus orientation en lien avec le plan stratégique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand on veut faire un plan, on veut avoir des différents projets qui vont aller un à la suite de l'autre. Puis dans un monde idéal, on aimerait ça en faire en parallèle en plus. C'est une certaine complexité, là, surtout si l'entreprise n'est pas mature numériquement. Qu'est-ce que je veux dire par bénéfice, alignement avec le plan stratégique? C'est dans votre plan stratégique. Nous, du Chab, on ne fait pas de plan stratégique. Le planif, on ne la fait pas. Nous, on va arriver lorsque la planif est faite, puis on va les appuyer souvent avec la partie technologique. C'est de se dire, parfait, vous voulez aller où dans 2, 3, 4, 5 ans? Pour plusieurs, déjà, d'avoir juste fait ça, c'est un défi, on s'entend. Mais l'idée, pardon, c'est de se dire, parfait, vous voulez augmenter votre productivité, vous voulez augmenter ou faire une mise à niveau, vous voulez aller vers des nouveaux marchés, donc vous allez devoir avoir des infrastructures numériques qui les supportent, votre nouveau marché. Par la suite, se dire, c'est qu'est-ce qui amène le plus de bénéfices comme système, de un, mais de deux, vous êtes où technologiquement aujourd'hui? Quand on parle d'avoir, par exemple, une nouvelle usine dans une nouvelle ville ou une nouvelle région, une province, peu importe, déjà là, on amène des nouveaux défis. Parce que là, s'envoyer des textos, ça se fait, mais on ne se voit plus. S'appeler une fois de temps en temps, des courriels. Donc, est-ce qu'il y a une infrastructure qui est là pour les supporter? Donc, je reviens tout le temps au système de gestion. D'ailleurs, ça fait 30 ans que ça existe. Aujourd'hui, entreprise, il n'y a pas de système de gestion. Je peux comprendre, mais en même temps, ce serait le temps. Là, les erreurs du début ont été faites. Là, mais si l'entreprise a son système de gestion, bien là, on peut commencer à dire, parfait, on regarde derrière votre système, puis on va voir où vous voulez aller avec vos objectifs stratégiques. Puis là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire technologiquement pour l'appuyer. Mais c'est tout le temps d'y aller avec un plan, puis c'est là où l'entreprise veut. L'exemple que je donne tout le temps, au niveau manufacturier, là, jamais on va aller mettre des efforts puis optimiser une ligne de production puis mettre de l'investissement quand on sait que c'est un produit puis une machine qui va être discontinuée dans 2-3 ans. C'est un classique. On ne fera jamais ça. On va mettre nos efforts sur là où l'entreprise s'en va vers les nouveaux produits, vers les nouvelles machines. Puis les anciennes, ben, sont sur le respirateur artificiel, puis on laisse ça comme ça, puis on essaie d'étoffer encore les 1, 2, 3 ans, le temps que le produit va encore. Après ça, on ferme la shop, la partie de la shop. Donc, l'idée, c'est le même principe au niveau technologique. Il faut avoir là où on s'en va, qu'est-ce qu'il faut pour appuyer? Parce que les technologies, c'est là pour appuyer un plan. C'est là pour appuyer des opérations. Ce n'est pas ça qui crée les opérations. Donc, je le vois beaucoup comme ça, que quand on fait un plan, bénéfice en lien avec les orientations stratégiques, puis la ligne orientation stratégique ou les objectifs stratégiques devraient être très forts pour influencer les projets, mais il faut savoir là où on est parce qu'il faut bien partir sur une base solide, puis il faut, entre autres, avoir des systèmes de gestion. Je dirais, là, on part comme ça. Après ça, on veut du AI, on veut de l'IoT, on veut du monitoring de performance, on veut être en mesure d'avoir notre flotte de camions, on veut optimiser les routes, parfait, mais il faut une base solide. Puis après ça, il faut savoir là où on veut aller. Parce que, exemple, optimiser nos routes, c'est dans un objectif d'augmenter notre productivité. Donc, si on veut augmenter notre productivité de 1, 2, 3 parfait. Comment on peut y arriver? Là, on recule, puis on vient optimiser nos routes pour nos camions, pour nos livreurs, peu importe. Mais là, on va avoir une technologie qui vient les supporter. Oui, effectivement. Fait que tout le temps de partir du plan stratégique de l'entreprise, puis ensuite de déterminer quelle technologie ou quelles améliorations potentielles peuvent venir aider à atteindre ce plan-là. Ça vient un peu à définir quels sont les problèmes ou les enjeux, comme on parlait un peu avant, là, Totalement.
des problèmes fondamentaux qu'on doit adresser pour aller chercher ce gain en productivité-là, puis aider la compagnie à suivre la croissance ou les objectifs stratégiques que puis, c'est super intéressant, François. J'irais dans le fond, là, quand c'est le temps quand on a fait notre plan, quand on a défini c'est quoi nos problèmes, après ça, on doit aller voir sur le marché qu'est-ce qui existe, c'est quoi les technologies qui sont à disposition des entreprises. Selon toi, comment une entreprise peut commencer à naviguer dans l'écosystème des technologies manufacturières, des technologies digitales, des technologies de productivité, parce qu'on s'entend, il y en a des milliers à l'extérieur. Y a-t-il un moyen en fait, vous, c'est quel moyen que vous utilisez chez Digifab? Puis par la suite, peut-être que ça pourrait faire un pont sur les ressources qui existent aussi localement Oui, au Canada. ouais, ben écoute, quel moyen? On va commencer avec quoi ne pas faire. Je dis ça en souriant parce qu'il y a beaucoup de clients qu'on rencontre pour faire des projets. Puis, ils me disent, c'est quoi la différence entre Digifab puis moi qui ouvre Google puis qui fait une recherche? Puis, j'aime tout le temps vous le dire. C'est comme tu as dit le mot buzzword, là, technologie numérique aide à la production, mettons. Écrivez ça sur Google, payez sur Enter. Passez tous ceux, les gros joueurs qui ont payé pour afficher en premier, parce que c'est des gros joueurs. Malheureusement, une PME moyenne ne peut pas se payer des grandes solutions. On s'entend, c'est normal. Puis après ça, ben, promenez-vous dans les pages. Puis là, on se reparlera dans une couple de semaines. Puis je dis ça à la blague, mais ça reste que c'est vrai. Il y a tellement de technologies, c'est à se perdre. Là. Puis il y a des choses qui ne sont pas applicables, sont applicables, tout ça. Je ne suis pas pour faire de la pub pour le Digifab, mais au Digifab, on s'est doté d'une veille de. On a recensé environ 1000 entreprises qui fournissent des solutions, là, donc souvent des intégrateurs, des fois des entreprises qui offrent directement leurs solutions. Puis on leur a mis une série de critères du genre leur clientèle cible, le type de secteur d'activité cible, c'est quoi les types, le coût moyen des budgets. On a commencé à tout recenser ça. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Là. Et puis c'est le Digifam, mais c'est le réseau des centres d'expertise industrielle. Donc, on est 4 au Québec, les 4 centres d'expertise au Québec. On a commencé à recenser ça. Donc, quelle entreprise nous appelle? Ils veulent, exemple, un système de gestion d'inventaire. Là, on peut commencer. Gestion d'inventaire, on est dans l'agroalimentaire. Gestion de l'inventaire dans l'agroalimentaire. On utilise déjà d'autres systèmes technologiques. On vient avec beaucoup de critères. Là. Là, nous, on fait un premier filtre très, très haut niveau. Et par la suite, on va commencer à entrer en contact avec les entreprises, faire un pré-filtre pour les clients. Puis, un client qui fait affaire avec nous, bien souvent, on lui donne 3, 4, 5 solutions. Il va en discarter une ou deux parce que pour des raisons, tu sais, que des fois, ça arrive. Puis, on va prendre en contact avec eux, on va faire des veilles, puis on va leur montrer la solution, c'est quoi. Un des critères qu'il faut absolument prendre en considération, là, puis il y en a plusieurs, on s'entend, là, l'interconnectivité des systèmes. Ça, c'est le nerf de la guerre quand on parle d'industrie 4.0, de transformation numérique, des systèmes qui peuvent communiquer les uns entre les autres. Et trop souvent, on va prendre notre décision basée sur la démo qui a été faite, puis le prix. Ça finit là. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on vient l'acheter, puis là, dans 1, 2, 3 ans, où il prend goût, puis là, on veut commencer à avoir d'autres systèmes. Parce qu'on commence à aimer ça, un système de gestion d'inventaire. Après ça, on veut un système pour la gestion des routes. On va tout le temps se dire, on veut le meilleur, le plus performant avec les meilleurs, en anglais, on dit des features, là, donc les meilleurs attributs. Ouais, les meilleurs attributs. Puis, par la suite, on va l'acheter, puis on va l'implanter, puis ça va fonctionner. Une fois, ça va marcher très bien. La deuxième fois, vous allez dire, ah, mais là, on peut-tu connecter ça avec nos systèmes qu'on a ou le système justement de contrôle d'inventaire qu'on a? Puis là, rapidement, les gens vont dire, ouais, ben, tu sais, nous, on peut offrir des connecteurs, on charge une banque d'heures parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'autre système, puis ça va prendre 2 à 6 mois environ. Puis là, quand on parle d'avoir une inertie dans des projets numériques, rapidement, ce qui va arriver, c'est les gens vont être démotivés. Ils vont voir des grandes factures arriver pour de la connectivité. Puis là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, écoute, on va retourner à là où on était avant. On prend notre système, on exporte des données dans un fichier du genre CSV, là, puis il va y avoir une personne qui va rentrer l'info dans l'autre parce que ça coûte trop cher, le connecteur. C'est une erreur à faire que je vois. Puis
c'est tous les bons fondements de l'industrie 4.0. Si on ne prend pas ces bonnes décisions avec sont-ils connectables, les systèmes qu'on achète ou les appareils ou les machines qu'on achète, ça devient un fouillis rapidement. Là, je parle de système, mais quand vous achetez votre prochain robot, votre prochaine machine CNC ou peu importe, sont toutes maintenant connectables Wi-Fi ou Ethernet, mais en général, sont toutes disponibles pour aller mettre des données dans le cloud, dans un serveur interne. Il y a des questions d'enjeux de sécurité, on s'entend cybersécurité, mais aussi, vont-ils pouvoir se connecter avec nos systèmes qu'on a présentement? Puis sinon, y a-t-il des manières d'aller juste chercher, par exemple, en visualisation, donc à créer des tableaux de bord à la limite disponibles, en allant chercher dans plusieurs systèmes, mais ça revient beaucoup, je le répète, mais il faut vraiment que vous reteniez ça, c'est l'interconnectivité de vos systèmes, c'est critique dans un virage numérique. Oui, puis c'est un très bon point. Puis je pense qu'il y a un autre aspect qui est important puis qui est un peu lié avec ce que tu viens de dire, c'est la portion service aussi après-vente. Parce que c'est beau d'acheter une technologie, c'est comme acheter un nouveau véhicule, si c'est garanti 1 kilomètre un jour, mais c'est pas trop long que les problèmes vont se mettre à sortir puis qu'il va falloir débourser pour entretenir cette solution-là. Puis on le voit beaucoup, nous, de notre côté, par expérience personnelle avec Axia, il y a beaucoup d'entreprises justement qui ont pris des technologies que le service n'est pas bon, que c'est des technologies étrangères, soit américaines, européennes. Puis là, quand c'est le temps, par exemple, de faire de l'amélioration de la connectivité machine, mais ils sont toujours dépendants du fournisseur de services. Ils doivent les payer pour mettre à jour ces informations-là. Ça peut vite devenir onéreux. Tandis que quand on choisit des solutions locales, même chose quand on fait affaire avec des fournisseurs en Amérique du Nord pour des composantes qu'on achète, bien, on s'assure d'avoir un service qui est plus de proximité, qui est plus facile d'accès. Donc, effectivement, je pense que c'est un peu aligné ce qu'on disait. Puis, excuse-moi, j'essaie de faire un lien avec la prochaine question. Comment tu priorises par la suite les outils? Parce qu'on s'entend, ça va être quasiment impossible d'avoir un choix qui est 100% neutre et objectif. On va toujours avoir un peu de subjectivité dans le choix d'une technologie. Selon toi, comment on fait pour bien prioriser les bons outils à intégrer? Tu as parlé d'intégrateur, puis quand on parle, exemple, de système de gestion, là, moi, j'aime avoir une rigueur sur les fonctionnalités du système, puis si ça vient chercher les besoins. Ça, il faut avoir une rigueur absolue. Je suis vraiment d'accord avec ça. L'intégrateur, ça, c'est les humains avec qui vous allez interagir pour les, mettons, minimum 10 prochaines années. Puis c'est environ ça, là. Il va tout le temps avoir des fois des banques d'heures qui vont vous offrir, parce que maintenant, avec des solutions qu'on vient louer mensuellement, le software as a service, il y a tout le temps une espèce de succès client qui vient vous rappeler pour s'assurer que vous utilisez les systèmes et que ça va bien. Donc, là où j'aime proposer à mes clients d'être subjectifs, c'est de leur dire, est-ce que vous aimez les gens avec qui vous parlez? Et là, quand il y a une démonstration, à 100% du temps, c'est pas, le vendeur est là, la personne aux ventes, mais il va avoir aussi le lead technique qui va faire les démos, puis il va avoir une autre personne. Donc, est-ce que vous aimez ces gens-là? Parce que vous allez travailler avec eux pendant les prochaines années. Puis ça, c'est important, cette espèce d'aspect de belles relations, parce que si les gens, vous les sentez pas pour X, Y raison, puis même sur une technologie que vous aimez, prenez ça en considération, là. C'est un partenaire au niveau d'un fournisseur de solutions. C'est pas juste comme l'exemple du véhicule. C'est pas juste on vend un auto puis on se revoit dans, je sais pas, là, 4, 5, 6, 7, 8 ans, puis c'est tout, là, tu sais. Donc, c'est important, cette partie-là, dans les critères. Entendez-vous bien avec les gens parce qu'ils vont rester. Il y a aussi, dans les critères, tu sais, Axia, c'est une petite entreprise en démarrage. C'est plus vrai, c'est une entreprise qui est plus que passé le stade de démarrage, là. Mais c'est important d'avoir un partenaire de solution ou l'entreprise qui fournit directement le logiciel, ça fait quelques années qu'ils sont là, qui sont robustes, qui sont sérieux, puis qui ont un plan pour croître parce que il n'y a rien de pire, je pense, d'arriver puis d'avoir une solution que l'entreprise ferme pour X, Y raison. Tu sais. Quand on voit qu'elle est solide, même si c'est jeune, mais qu'on voit qu'elle est solide et sérieuse, puis que leur nombre de clients n'arrête pas d'augmenter année après année, mais pas de problème. On le voit, c'est une belle croissance. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi d'entreprise qui vient être comme ça, c'est qu'on peut tout le temps teinter un peu le prochain développement parce qu'on est justement en mesure de leur dire, de leur proposer des nouvelles fonctionnalités, puis là, ils vont pouvoir vous aider à développer une de plus, puis une de plus. Puis là, ben, vous allez pouvoir avoir un logiciel de plus en plus performant pour vous.
Moi, je le vois comme ça. Au-delà de ça vient de chercher vos besoins très précis. Tu sais, ça, c'est la partie très ingénieur, cahier des charges typique, mais le reste, là, entendez-vous avec l'intégrateur, puis tu sais, s'assurer que la croissance du système ou de l'intégrateur est en croissance, puis ça va bien. Vous allez pouvoir vivre des belles années avec eux. Oui, puis on a justement Louis Corriveau de Concerti ils représentent, en fait, qui intègrent la technologie Epicard, mais c'est une belle équipe. On a des bons feedbacks sur leur solution. Donc, c'est bien de s'entendre, d'avoir une bonne technologie, mais aussi d'avoir une bonne équipe d'intégration, puis un bon fournisseur de services avec qui on va avoir une bonne relation sur le long terme. Puis, on arrive à un point de la discussion où ce que là, c'est un peu plus, je dirais, axé sur la gestion du changement, gestion de l'humain en arrière d'une transformation numérique. Parce que là, on a choisi les bons outils, on a fait notre plan stratégique, on a choisi les bons outils. Là, c'est le temps de les intégrer. Là, c'est le temps d'aligner son équipe sur un objectif commun. Puis c'est souvent là que ça devient le plus difficile. Puis c'est souvent là qu'il y a le plus d'échecs sur des projets de transformation numérique. Toi, François, dans tes expériences, dans ce que tu as étudié à l'école, c'est quoi les principaux facteurs qui vont maximiser? En fait, qu'est-ce que tu as vu dans des entreprises qui vont faire ça, qui vont avoir un succès dans leur projet de transformation numérique, puis qui ont réussi à bien monopoliser leur équipe pour arriver à leur fin? Écoute, je te dis que quand on est rendu à faire de la gestion de changement, puis mettre des processus pour gérer des étapes, puis tout ça, on peut se poser la question, est-ce que c'était le bon projet? Est-ce que le projet allait vraiment faciliter la vie des gens, les utilisateurs, tu sais, les end users en anglais, là? Si le logiciel va faciliter la vie des gens, il n'y a pas de problème. La preuve, vous avez tous un téléphone cellulaire. Avez-vous eu des formations puis des cours comment utiliser votre téléphone cellulaire? On a tout compris. Tu prends, tu as un signe de téléphone, tu cliques dessus, puis après ça, on l'a tout. À un moment donné, si c'est tellement facile puis simple à utiliser, la gestion de changement, il n'y en a pas. Tu sais, as acheté un téléphone, puis je prends l'exemple de téléphone, parce que tout le monde en a un. Tu as acheté un téléphone, il n'y a personne qui est allé voir demander d'avoir des étapes de gestion de changement, comment j'allais l'utiliser. Tu sais. Quand tu l'as eu des mains, le téléphone filaire, là, il n'a plus fonctionné. Là. Donc, l'idée, c'est quand le projet est bon pour les employés, la gestion de changement, je le vois comme ça se résume à communiquer les étapes, puis quand ça s'en vient, puis quand c'est le go live. Tu sais. Mais quand le projet n'est pas nécessairement 100% bon pour les employés, puis je vais à l'extrême, là, c'est un cas vécu que j'ai acheté une entreprise après qu'avoir fait ça. Puis que le vendredi, on fait des one-pagers, comment utiliser le système de gestion ERP. Puis le lundi, on le plastifie, puis on le met sur le poste de travail, puis on s'attend à ce que les gens décident d'embarquer là-dedans. Ça va être dur. Mais si on y va de l'autre sens, ça, c'est un cas réel d'ailleurs. Puis si on y va de l'autre sens, c'est on prend le temps avec chacune des personnes qui utilisent en ce moment des Excel puis du papier, puis non jusque-là, puis sont tannés de se lever, aller imprimer, signer à main, aller scanner, puis après ça, retourner, puis aller reporter le papier au prochain département. Tu leur dis, regardez ça, c'est pas compliqué, là. Tout ça, ce que tu fais là, ça va se régler tu vas avoir comme 3 clics à faire dans ton système de gestion, du genre, tu vas ouvrir le bon de travail, tu vas le transférer à la prod, puis tu vas avoir, tu sais, XY, là, puis tu mettre une signature, ben, tu vas avoir un logiciel ou ben, l'application qui va te signer automatiquement parce que ton PO, quand tu l'envoies maintenant, pardon, a déjà la signature préfaite, la date, l'info. Tu n'as plus besoin de retranscrire. Y a-t-il des problèmes de gestion de changement? Je ne sais pas. Y a-t-il juste des questions de on va juste te montrer comment l'utiliser? Voici ton actuel, voici le temps que tu perds, voici ton nouveau, voici comment on va te faciliter la vie. C'est un peu haut niveau, c'est un peu théorique, qu'est-ce que je veux dire là, mais le but aussi, c'est de prendre un pas de recul derrière. Une entreprise que j'ai accompagnée, j'ai fait un audit numérique récemment. Au niveau technologique, là, c'est incroyable là-bas. Là. Le produit, zéro techno. C'est un produit de tous les jours, c'est un produit standard. Il n'y a rien de techno là. Le autour là, de la vente jusqu'à envoyer la facture, il n'y a pas un papier qui s'imprime là. Tout est dans l'ordi, tout est dans différents systèmes parce qu'ils ont différents systèmes à l'interne. C'est juste de la validation. Même la personne aux achats, imaginez-vous, elle a ses min-max qui viennent se filtrer avec la planification de prod. Voici tes min-max projetés, voici qu'est-ce qui va te manquer, propose des achats, elle fait les achats, elle utilise un peu, naturellement, elle utilise quand même son
son intelligence naturelle. Ce n'est pas juste de cliquer acheter, acheter, acheter. Là, vous allez ramasser avec des millions d'inventaires en trop. Là. Puis elle gère ça, puis c'est tout. Tout est automatisé. Dans leur cas, je devrais tout le temps poser la question, avez-vous une grande gestion de changement? Ils ont dit non, nous, on voulait de la techno chez nous. Là. On l'a eu quand je suis arrivé dans cette entreprise-là, je savais que ça allait être technologique. Puis moi, quand on me dit qu'on change de système parce qu'il y a des nouvelles applications de fonctionnalités différentes, puis il faut le faire, ben go, on y va. On aime ça, on veut de la techno. Donc, je reviens tout le temps, quand on parle de gestion de changement, si vous devez commencer à faire de la grande gestion de changement, là, avec une analyse des parties prenantes, puis là, analyser chacun des groupes dans l'entreprise, où ils se situent par rapport au projet, sont-ils positifs, neutres, négatifs, comment on va faire pour passer du négatif à neutre, puis du neutre à positif, puis les projets, est-tu vraiment bon? Ça, c'est la question qu'il faut se poser derrière. Là. Si le projet aide les gens, ça va être assez facile. Parce que les statistiques le disent, là, ça va alterner dans différentes statistiques, là, mais les 3 projets sur 4 ou 2 projets sur 3, là, donc environ, là, projets numériques, n'atteignent pas les objectifs initiaux. Donc, quand le vendeur, l'entreprise a vendu la solution, puis qu'est-ce qu'ils ont livré à la fin du projet quelques mois ou années plus tard, il y a souvent des choses qui ont parti puis ça a coûté plus cher. Ce qui fait en sorte qu'il y a très peu de projets qui atteignent ce taux de succès-là rapide. Puis si on le regarde souvent, ben, on va le regarder, c'est gestion de changement, la formation, c'était-tu applicable pour eux, ça a-tu amélioré le travail des employés? Oui, non, c'est tout ça, là, tu sais. Donc, je le vois beaucoup comme ça. C'est un peu direct comment je l'amène, je le sais, mais c'est pour faire réfléchir à ceux qui écoutent. Quand on parle de gestion de changement, c'est si vous devez en faire une, posez-vous la question pourquoi vous devez en faire une, parce que ça se peut que ça n'améliore pas le quotidien des employés. Là, puis je comprends d'ailleurs que quand on fait une migration de système, on a un vieux système désuet, du genre un écran noir, écran vert, là, puis là, on veut changer. Je comprends que des fois, ça ne va pas nécessairement amener un grand potentiel pour les employés. Je suis d'accord, des fois, il y a des choix comme ça, mais ça s'explique. On peut le dire aux gens, voici pourquoi on fait notre changement. Ça ne va pas changer tant que ça votre vie. Une interface plus moderne, oui, mais ça va rester pas mal les mêmes fonctions. Parfait, mais voici pourquoi. Puis en général, ça va bien passer. Il y a une belle transparence, puis les utilisateurs vont y gagner au change là, à la fin du changement ou du projet implanté. Je le vois beaucoup comme ça. C'est mon opinion. C'est un super de bon point, François. Puis je pense que c'est vraiment aligné avec ce qu'on a parlé avant. Donc, si on a bien défini c'est quoi le problème, puis le problème, c'est pas juste la direction qui en parle puis qui dit c'est ça notre problème, c'est on implique les gens sur le plancher à savoir c'est quoi ta problématique dans ton day-to-day. Puis quand on a bien ciblé le problème, on a bien compris c'est quoi le fondement de le problème. Après ça, on est capable de choisir les bonnes technologies qui vont exactement répondre au problème, enlever des tâches manuelles, simplifier la vie aux gens à la fin qui vont utiliser le système. Fait qu'à ce moment-là, quand c'est le temps de faire de la gestion de changement, en fait, quand c'est le temps d'intégrer la technologie au sein des équipes, il n'y a pas de gestion de changement à faire parce que les gens savent pourquoi on le fait puis ils ont été impliqués depuis le départ. Je pense que ça amène un autre bon point, peut-être qu'on a oublié de mentionner, mais d'impliquer l'équipe, les équipes, les gens qui vont être impliqués par la gestion, en fait, par le changement ou par la nouvelle technologie. Fait que non, c'est super intéressant, François. Je peux juste rajouter un exemple par rapport à ça qui parle. Anico Eagle, ils ont publié ça sur les réseaux sociaux. Là, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais ils ont Anico Eagle, compagnie minière en Abitibi et dans le Grand Nord québécois et maintenant au Canada et partout. Là, bref, ils sont en acquisition. Bref, eux, ils ont décidé, il y avait un nouveau moulin, donc un nouveau moulin. Là, donc, ils prennent la roche brute puis ils viennent la broyer pour créer une poudre pour aller extraire l'or, entre autres. Et puis, eux, pour gérer ça, en fait, la nouvelle ligne de production, mais aussi pour minimiser le temps de formation puis de mise en route, là, les gens ont été formés avec la réalité virtuelle. Ils ont été dans un centre qui avait une espèce de poste virtuel de comment ils allaient opérer le moulin, tant au niveau des opérations du moulin que de la maintenance. Donc, ils ont passé des semaines avant à se faire former avec la technologie de réalité virtuelle. Arrivé le jour où ils ont commencé la production, le matin, ils ont parti le moulin et puis ils ont commencé. Il y a eu des petits problèmes au début, mais après ça, ça a bien roulé. T'sais. Donc, quand on parle de ça aussi, c'est comment gérer un changement. Tu prends des employés qui ont un vieux moulin, ils ont créé un nouveau moulin, puis ils ont reparti avec ça. Quand les employés ont été formés avec des technologies modernes qui se sentaient dans leur environnement, c'était évident qu'au lieu d'avoir des boutons numériques avec des joysticks que tu utilisais avec la réalité virtuelle, c'est des vrais boutons. Mais pour le reste, c'était la même chose. T'sais. Donc, il y a des technologies aujourd'hui qui existent pour justement minimiser
cette gestion de changement-là, mais aussi outiller les gens pour qu'ils soient prêts à leur nouvel environnement de travail ou leur nouvel ordinateur ou leur nouvelle machine ou peu importe. Super, excellent point, François, puis très bon exemple. Je pense que c'est difficile en fait, souvent pourquoi il y a des changements ou des projets de transformation qui tombent à l'eau, c'est à cause qu'on n'a pas impliqué les gens dès le départ ou qu'on a mal fait l'analyse du problème, le choix de la technologie, puis ainsi de suite. Puis, dans le fond, rapidement, là, parce qu'on vient de parler un peu du rôle des personnes dans la transformation numérique, plus en général, dans un projet de transformation numérique, il y a différents points qu'on a abordés aujourd'hui, mais c'est quoi les plus grands défis, selon toi, à surmonter dans les entreprises? Plus des défis généraux, peut-être au niveau de la direction, au niveau des personnes qui sont impliquées dans le changement. Là. Ça serait quoi les plus grands défis, autres que ceux qu'on a déjà nommés préalablement? Oui, bien, regarde, je t'en amène un qu'on a rapidement effleuré, là, puis c'est un défi que je vois beaucoup, là. C'est l'intangible du virage numérique qui est là le défi. Acheter des nouvelles machines, nouvelles lignes de production, ça va, on achète une capacité, on achète un retour sur investissement. Ça va bien. Quand on commence à parler de ce qu'on ne voit pas derrière, en même temps, acheter un système de gestion aussi, là, ça va, on achète, on comprend, c'est une application qu'on ouvre, on a nos trucs. Mais le défi, c'est les personnes qui vont signer les chèques pour les projets, là, tout ce qui se passe derrière les machines puis derrière les systèmes. Donc, tout ce qui est l'architecture, les bases de données, la mise à jour des serveurs. Serveurs, on va-tu on-premise, cloud, on mixe les deux, les backups. Tout ça, là, c'est le défi. Quand on parle d'industrie 4.0, de transformation numérique, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce que, je vais t'avouer, là, j'ai quand même, je suis à l'école longtemps, là, puis je ne comprends pas tout ce qui se passe. Là. Mais il y a vraiment des experts très spécialistes là-dedans qui comprennent que ça dans leur vie. Puis c'est ça. L'enjeu de cybersécurité, j'aime dire que la cybersécurité, c'est l'équivalent à l'aéronautique il y a quelques années. Là, je ne vois pas ta face, je te rappelle, parce que moi, j'ai un fond blanc, là. Mais l'exemple que je prends tout le temps, on peut les nommer les accidents d'avion majeurs qu'il y a eu. Hein, le Boeing, le 737, 737 MAX, là, avec les moteurs trop centrés vers en avant. On s'en rappelle de ça. Puis même chose au niveau cybersécurité. On va s'en rappeler des événements de Desjardins, Capital One qu'il y a eu, BRP qu'il y a eu dans les dernières années. Donc, cybersécurité, l'architecture de données bien enregistrée, avoir des bons serveurs, c'est ça le défi du 4.0. Parce que tout ce qu'on vend, les valeurs directrices de l'importance, les bénéfices, tout ça, c'est tout le temps super bien expliqué. Les machines, quand on les achète, c'est tout le temps super bien expliqué, mais ça va être derrière comment tout joindre ça ensemble, comment faire l'interconnectivité des systèmes, Puis l'interconnectivité des systèmes aussi, c'est la latence, donc la rapidité à laquelle l'information va passer d'un système à l'autre, tout ça, ça se cache là. Puis c'est ça le nerf de la guerre du 4.0. C'est comme ça que je le vois. Est-ce que les PME classiques, là, qui fait 98 du tissu québécois, là, sont impliqués grandement par ça aujourd'hui? Non. Mais est-ce qu'ils doivent être conscients que ça va arriver très, très, très rapidement? Oui. C'est quelque chose qui va s'en venir. Ça va être des problèmes, des prochains gros problèmes. Là, ça va être dans ça, en fait. Très bon point. Puis je pense que ça va faire le pont sur la dernière question que j'ai à te poser. C'est quoi les ressources qui sont disponibles pour les entreprises pour aller de l'avant, puis justement essayer de démêler toutes ces technologies-là, ces intégrations avec les systèmes, l'architecture de données, puis ainsi de suite. Bien entendu, Digifab en est un, mais on a aussi beaucoup d'aides financières, ressources qui viennent des différentes institutions. Rapidement, là, en nommer quelques-unes, puis peut-être faire un petit topo là-dessus. Il nous reste un 4 minutes. Oui, écoute, il y en a beaucoup. Encore une fois, quand je vous parlais de trouver des systèmes, ouvrir Google, ça peut être compliqué. Même affaire au niveau des subventions, là, heureusement, malheureusement, parce que c'est un beau problème. On a plusieurs subventions disponibles. Puis je vais en déferler quelques-unes, là, puis on va pouvoir en discuter. Ben, il reste 3 minutes, peut-être pas. Bref, si on va avec Développement économique Canada, ils ont un programme qui s'appelle PECAN, donc le programme d'adoption canadien du programme canadien d'adoption du numérique qui subventionne en très grande partie
le diagnostic numérique et ils peuvent par la suite offrir un prêt ça dépend des critères, là, mais jusqu'à 100 000 sans intérêt pendant 5 ans. Aujourd'hui, avec les taux d'intérêt, un prêt sans intérêt, ça vaut cher, on s'entend. Sinon, il y a des offensives de transformation numérique du MEIE, donc du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Encore une fois, qui offre des subventions avec le programme ESSAR, donc l'ancien Audi 4.0, pour être en mesure de faire un diagnostic numérique, ensuite d'avoir le volet A, le volet B, jusqu'à avoir une veille de solution qui va être subventionnée en plus par le programme jusqu'à l'implanter. Puis l'implanter, naturellement, l'implantation n'est pas subventionnée, mais on peut aller jusqu'à utiliser Service Québec pour faire financer la formation par la suite des employés pour utiliser les systèmes. Sinon, on peut avoir d'autres programmes du genre, on va parler de ceux dans l'agglomération de Longueuil, on va faire du pouce pour chez nous. On a des subventions pour avoir des prêts pour acheter des équipements. On a des appels à projets auxquels on vient financer jusqu'à la hauteur de 50 des projets jusqu'à 20 000 $. Donc, un projet numérique, un projet à saveur, tout ce qui est ESG, là, donc 5.0, donc environnement, sociétal, gouvernance. Il y a plusieurs potentiels de projets disponibles, je vois le temps qui file, mais l'idée, c'est contacter les bonnes ressources qui vont pouvoir vous aider. C'est plus recherche. Il y a MITAC, CRSNG, le CNRC. Il y a plusieurs organismes qui sont disponibles. Vraiment, trouver un bon point de contact qui peuvent vous aider, mais de l'aide pour un manufacturier, exportateur ou peu importe, ça existe, puis il y a des belles subventions, mais aussi il y a de l'aide pour vous accompagner en service conseil, comme le DigiFab on fait. On fait de l'accompagnement neutre, on accompagne l'entreprise dans leur virage numérique, on les aide à faire du démarchage pour les appuyer dans différentes subventions jusqu'à l'implantation de ces projets-là. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de raison au niveau monétaire de ne pas y aller avec au moins un petit projet, une preuve de valeur pour pouvoir commencer, faire le premier pas. Super, un gros merci François. Puis effectivement, on est chanceux d'être au Québec. On a plusieurs beaux programmes au Québec et au Canada également. Puis juste pour faire un petit récapitulatif là, aux gens avant que vous partiez, dans le fond, les gros points qu'on a parlé aujourd'hui, on n'a pas le choix de faire une transformation numérique, principalement parce que c'est ce à quoi les gens ou l'industrie va s'attendre dans les prochaines années. C'est ce à quoi les employés de demain vont s'attendre. Ensuite, le plus grand défi, en fait, la première étape, c'est de bien définir les problématiques. Ensuite, de choisir les bons outils pour répondre aux problématiques qu'on a identifiées, qui sont alignées avec le plan stratégique de l'entreprise. Puis une fois qu'on a déterminé les bonnes technologies, bien, c'est d'avoir une bonne implémentation, une bonne intégration au sein de l'équipe qui ont été impliquées depuis le départ là, dans le projet de transformation. Donc, sur ça, je vous remercie en fait tout le monde d'avoir assisté au webinaire. S'il y en a qui ont des questions, moi et François, on va rester sur l'appel un petit 5, 10, 15 minutes, tout dépendant si vous décidez de rester. Mais on va pouvoir répondre peut-être plus one-on-one aux questions qui vont être posées. Mais encore une fois, on vous remercie, puis on vous tiendra au courant là, des prochains webinaires qui sont à venir là, avec Axia. Donc, un gros merci, puis bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci Nicolas, merci François. Au revoir.